Oh, Brissot, oui. Oui, Brizo est là. Brissot est là. OK, donc vous pouvez prendre Bonsoir la parole. à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir, bien africain. Bon, moi, par rapport au thème là, je vais beaucoup vous surprendre parce que ces genres de situations et contextes là, moi, j'en connais beaucoup. Et du temps de mon, je vais dire, autant, durant le temps que moi j'ai fait sur cette terre, j'en ai appris beaucoup. Donc, moi, je ne vais pas directement en condamnation, mais je voudrais simplement faire observer et remarquer que si on disait même, si nous acceptions même que nous sommes en démocratie, c'est cette même démocratie qui donne le droit à l'application de certaines mesures relatives à certaines notions. Je vais en citer une, la notion de sûreté de l'État. La notion de sûreté de l'État donne droit à faire tout ce qui est possible avec les moyens disponibles pour que la sûreté de l'État soit assurée, si même il faut la tautologie pour l'exprimer, c'est-à-dire pour le maintien de l'État à tout prix. Et cette mesure peut amener même à mettre d'abord hors de circulation et voire même de communication tout citoyen suspecté ou non, j'ai dit même ou non, dans une affaire qui a rapport à la sûreté de l'État. Et comme quelqu'un disait que le procureur de cette institution devait peut-être donner une interview dans laquelle il peut situer pour énoncer les raisons primaires, les raisons actuelles connues pour l'instant par rapport à un dossier. Moi, je peux lui dire que on peut même arrêter un citoyen temporairement et déclarer que pour des raisons qu'on ne peut pas dire. Je ne soutiens pas le fait. Je voudrais qu'il voie la marge, l'éventail et le diapason de pouvoir qui est donné à la juridiction d'un pays dans son activité. On peut même vous dire, on a arrêté votre frère pour des raisons qu'on ne peut pas vous communiquer pour l'instant. Et on dirait toujours qu'on est en démocratie. C'est la réalité. Je pense que je suis assez clair sur le thème. Donc, ne pas communiquer les raisons n'est pas encore quelque chose qui est extraordinaire. Mais on peut communiquer même des raisons à l'intéressé qui, en réalité, ne seraient pas les raisons finales qu'on veut mettre sur la table. Le temps d'avoir une marge d'avance dans le déroulement des activités d'enquête et de tout le reste. Ce que moi je voudrais est que tout le monde sait déjà que quelqu'un est interpellé. Il faut prendre la patience pour voir le résumé final. C'est ça la situation. Et le rapport de nom, c'est-à-dire la parenté entre les noms, peut même pas être une raison principale. Et pour finir, je vais vous donner quelques exemples. Sinon,
ou 2 comme ça. Moi, par exemple, j'ai reçu Toron Stan avec Tato et toute son équipe et sa nièce à Berlin au cours d'une fortuite promenade. J'ai vu ma vedette et j'étais très surpris de leur présence sur une place publique. Et je leur ai fait l'offre de venir, je les invite pour les recevoir. Et à l'issue de cette séance, on a fait des photos. J'en ai quelques-unes encore ici maintenant. Mais s'il s'avérait en son temps que Toron Stan fut arrêté pendant son séjour à Berlin, je pense que peut-être la police allemande m'aurait interpellé. Quand bien même, je ne connais pas là où il vit, à Bégamé, puisque c'est après ça, pendant les vacances que j'ai essayé de le recontacter. Je ne savais pas là où il vivait à Bégamé. Et on ne s'est jamais mis ensemble dans notre vie. C'est par hospitalité et par patriotisme que je me suis rapproché d'eux. Et que voilà, ça a donné des photos. Donc, à partir d'une simple photo, c'est ce que je suis en train de te dire, l'éventail qui est donné à la juridiction, à partir d'une seule photo, à partir d'un seul contacteur téléphonique, et à partir même d'un contact avec quelqu'un qu'on serait en train de soupçonner d'être en connivence avec la personne recherchée. On peut d'abord vous mettre au frais. Aucun citoyen n'est je ne dirais, ne peut se dérober à cette situation. Donc, moi, j'invite plus au calme et à la retenue, en attendant de voir réellement de quoi il s'agit. Les raisons pouvaient être encore autres. Au Bénin, vous ne savez pas qu'au Bénin, on t'arrête et on t'emprisonne. Tu ne vas jamais là et ressortir. C'est comme ça se passe au Bénin. Que vous nous dites aujourd'hui que la loi dit on peut t'arrêter pour des raisons de sécurité, pour ne pas éveiller des soupçons ou bien pour ne pas que les personnes concernées ne fuient le pays. Mais au Bénin, quand on t'arrête, tu sais qu'on ne va pas te lâcher. Donc, tu sais qu'on ne va pas te lâcher. Celui-là, maintenant, il a fait qu'on l'a arrêté. Et même la stratégie de vouloir nous faire accepter la normalité de l'arrestation habituelle au nom de la démocratie, c'est une manipulation intellectuelle. Donc, si moi j'ai eu à parler avec ce monsieur Alassane Tigri, donc si on fouille mes appels, peut-être que c'est le père de une de mes copines, c'est le père de l'oncle de je ne sais quoi. On m'a invité, ma copine m'a invité à manger chez eux. Donc, on viendra m'arrêter pour me dire quel lien j'ai avec cette personne. On pouvait oui, mais on pouvait simplement m'appeler. Il y a des renseignements, il y a des services sociaux, il y a des services de renseignement, non? Eux, ils n'ont qu'à faire leur enquête avant de déposer les gens. Dans un pays, pourquoi il y a des services de renseignement? C'est pour faire des renseignements en sourdine avant qu'on ne dépose la personne. Est-ce que les services de renseignement ont fait leur enquête avant qu'on a déposé la personne? Si on dépose la personne et que le peuple se rend compte qu'au nom de patronyme de Tigri, on l'a déposé, c'est comment dirais-je, le mot m'échappe, c'est acclamer le gouvernance, ça. Les gens qu'on dépose, à Ivor qu'on a déposé, ils pouvaient faire des enquêtes plus poussées, voir que celui-là, peut-être, c'est un opposant et les autres. À l'époque, on a déposé à Ivor. À cette époque-là, il y avait. Pourquoi on ne dépose pas Yaïboni? On n'a qu'à déposer Yaïboni. Parce que Yaïboni, c'est beaucoup de choses. Yaïboni, c'est beaucoup de choses. Yaïboni a gouverné. Nous disons les mêmes choses. C'est celui qui a compris la tâche. C'est lui, dans son indépendance d'action, qui choisit l'option. Il n'y a pas une manière classique. Vous avez dit, par exemple, on sait très bien que quand on va là-bas, on ne revient pas. Mais ce n'est pas une loi. C'est parce que peut-être vous aurez constaté que juste là, ça a toujours été comme ça. Mais ce n'est pas écrit, ce n'est pas encore une loi. Peut-être que lui ne sera pas le cas. C'est pourquoi moi, j'invite plus au calme. Voir comment ça va se terminer. Monsieur Brizo,
Excusez-moi beaucoup, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir nous manipuler intellectuellement parce que vous avez parlé déjà au nom de la sûreté de l'État. L'État peut se permettre. Attendez, monsieur. Au nom de la sûreté de l'État, l'État peut se permettre de faire tout ce qu'il entend. Donc, en gros, vous êtes en train de nous dire littéralement que au nom des principes démocratiques, on peut utiliser les principes démocratiques pour cacher derrière d'autres intentions très malveillantes. Si c'est comme ça, alors là, c'est que vous êtes en train de vouloir nous faire légitimer, vous êtes en train de vouloir nous faire accepter ou légitimer l'abus de droits privés au nom de la sûreté de l'État. Parce que, monsieur, si il faut toujours rester dans votre logique, j'ai l'impression que vous avez pris la parole pour intellectuellement nous faire dormir. Honnêtement, je vais lui donner un simple exemple. Biafrika qui est là, lui, il ne fait que renseigner. Il a quoi avec notre panel, par exemple? Quand il amène un sujet, c'est des faits qui se sont déroulés, c'est les sujets qu'il amène naturellement sur les panels. Est-ce que Biafrika, là qui est là, il peut prendre l'avion de là où il est pour aller à Cotonou et que vous n'allez rien attendre? On sait comment ça va se passer. Est-ce que Vidjana, qui est en train de se battre, se casser de tout, le gars, il a modifié et son contenu sur TikTok, mais le fait qu'il est appelé à faire du bien, il est obligé de revenir parce que il est politique, il est obligé de revenir sur ses pas. Est-ce que ce Vidjana peut prendre l'avion maintenant et atterrir à Kadiaou? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que plusieurs personnes sur ce panel, comme vous dites, il y a ces espions qui sont dans le panel, on sait bien qu'ils sont dessus. Est-ce que c'est les gens qui disent la vérité? Est-ce que ceux-là peuvent prendre l'avion à qui on a peut-être les services de renseignement ont bien édité leur nom dans leur bureau? Est-ce que ceux-là peuvent prendre l'avion et descendre? S'il y avait la démocratie, Vidjana peut rentrer à Cotonou. Vous croyez qu'il n'a pas envie de rentrer chez lui? C'est sa terre, c'est là où il est né. C'est là où il est né, c'est là où on a enterré son cordon ombilical. Et Biafrika qui est là, vous croyez qu'il n'en a pas marre de rester là où il est là. Il a envie de rentrer dans son pays et faire quelque chose pour le pays. Mais il est assis là. Vous croyez que c'est quelque chose qui est souhaitant? Tout le monde veut rentrer chez lui. Tout le monde veut rentrer chez lui. Parce même si tu gagnes des milliards dans un pays étranger, tu es toujours mieux là où tu es né. C'est plus simple que ça. Nous demandons seulement, on ne refuse pas à M. Talon de gouverner. On ne refuse pas. Il a le droit de gouverner parce qu'il a été élu démocratiquement. Mais qu'il permet, si quelque chose ne va pas, pour que les gens disent, ce n'est pas parce que les gens le disent que les gens sont contre lui. Ce n'est pas parce que les gens le disent que les gens sont contre lui. Lui-même, en tant que père, il a des enfants. Il peut dire des choses que ses enfants ne seront pas d'accord avec lui, mais il ne va pas renier ses enfants. C'est pareil pour la politique. Quand tu as un peuple, tu peux faire quelque chose que le peuple va adorer et faire d'autres choses que le peuple ne va pas adorer. Permets à ce que le peuple dise non, ça ne va pas. Ça ne veut pas dire de priver les gens de leur liberté. Ça ne veut pas dire de priver les gens de leur liberté. Les mascarades qu'ils ont fait en soi-disant que, comment dirais-je, beaucoup aussi, si le pays est dans cet état, beaucoup aussi en a pour quelque chose. Donc moi, je ne me plains pas trop pour lui. Pour lui, je ne me plains pas trop. Parce que c'est à son temps qu'on a bien emprisonné le professeur Madougou. Qu'est-ce qu'il a fait avec son ami préféré? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, M. Talon, il est venu dans des pays occidentaux, dit que Olivier Bokor était son ami, qu'il ne fait pas la politique. Mais Olivier Bokor est de tous ses voyages. Aujourd'hui, ce Bokor-là est en prison et lui-même se permet de dire « j'ai fabriqué un monstre ». J'ai fabriqué un monstre. Parce que lui-même s'est rendu compte de l'heure que son monstre a fait. Donc, lui-même, on ne sait pas. Comme vous dites, il y a beaucoup qui sont espions sur le panel parce que c'est un panel public. Donc, moi, je dis simplement, même les nazis, ils ont abusé, ils ont commis les plus barbares des barbaries. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on les craque.
Donc, Ils sont même toujours là, les nazis. Ils sont oui, toujours là. mais on les craque. Mais quel que soit ce qu'ils feront, ils ne vont pas mettre 14 millions de personnes en prison. Sinon, le Cotonou sera bourré de prison. Ok, Cotonou sera bourré de prison. ok. Je peux terminer maintenant. Non, monsieur Brizo, vous Je n'avez pas terminé. Ok, terminé parce qu'il y a une autre J'ai motion. pris tout le temps. Ok, allez-y, pour vous allez-y. expliquer. Ok, terminé, oui. Et je vois que vous avez déplacé le thème. Le thème consiste à donner un avis par rapport à quelqu'un qui serait arrêté dans son pays, tout juste parce qu'il y a parenté de nom entre lui et quelqu'un d'autre en fuite recherché par l'État pour des raisons de sûreté de l'État. Pour des raisons de sûreté de l'État. Quitte là. Même ton chien n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Même ton chien est de la merde. Non, ne vous en faites pas. C'est que j'ai fait face au portail et quelqu'un a tapé et le chien réagit. Suivez. Donc, c'est par rapport à ça que moi j'ai opiné. Et j'ai dit à mes compatriotes, peut-être que vous ne le saviez pas. Dans notre démocratie là, celle que nous sommes en train de pratiquer, et celle qui existait même avant celle-là, il y a j'ai dit le diapason d'action juridique qui est donné à la juridiction sous les activités à mener pour la sûreté de l'État. Le diapason est très large, l'éventail est très large, le spectre est très grand. Il est tellement grand que si on peut même arrêter quelqu'un. C'est par là que j'ai commencé. Et lui dire, on ne peut pas te dire la raison pour laquelle on t'a arrêté. Non seulement ça, on peut même provisoirement évoquer une raison qui n'est même pas la raison principale. C'est les mêmes mots que j'avais utilisés. Et je donne même un petit exemple pour finir. Tu peux vouloir quitter le pays et juste là, tu n'as jamais été convoqué dans un commissariat et on peut t'interpeller à l'aéroport pour dire que ton voyage est temporairement annulé, que tu dois être présent sur le territoire les 3 mois suivants. Moi, je parle du pouvoir colossal qui est donné à une juridiction. Ce n'est pas celle du Bénin, c'est un peu universel. Quand la question sur laquelle elle travaille s'appelle sûreté de l'État. C'est ce que moi j'ai dit. Ok. Mais maintenant, si particulièrement au Bénin. C'est pour ça que j'ai dit que dans un pays, il y a les services secrets. Donc, avant d'arrêter quelqu'un, les services secrets. Ok, laissons-le terminer d'abord, comme ça on va échanger. Oui. Nous ne disons pas la même chose. Vous dites la pratique traditionnelle de la juridiction d'un pays appelé le Bénin. Moi, je suis en train de vous dire, d'une manière universelle, les pouvoirs colossaux qui sont... C'est pas universellement. En Europe, c'est pas comme ça. Les amis, n'ouvrez pas vos micros comme ça. Laissez vos micros fermés. Comme tu connais plus que moi dans ce domaine, je te donne un exemple. Allez-y. Quand les Japonais ont attaqué le Pearl Harbor, le port américain, et ont détruit presque ce port, qu'est-ce qui est survenu aux Américains? La preuve que votre information... Je n'ai pas fini la phrase. Parce que l'attaque du port, c'était un autogol fait par les Américains eux-mêmes pour avoir une raison pour entrer en guerre. Non, aux yeux du monde, on n'a pas vu des avions américains. Il ne faut pas faire la falsification de l'histoire sur un panel. Il faut aller sur l'histoire. Oui. Ok, laissons-le terminer. Laissons-le terminer, comme ça on va avancer. Oui. Non, ils me prennent toute la parole. Donc finalement, c'est comme si vous me rejetez. Non, allez-y. Moi, je leur demande de vous laisser finir. Je veux aujourd'hui qu'on enseigne à nos enfants que c'est les Américains eux-mêmes qui se sont bombardés pour avoir la raison pour pouvoir attaquer. C'est bon. Et c'est pourquoi ils ont dû lancer la bombe nucléaire. Mais est-ce que tu as entendu ce que je veux dire par rapport à ça? Votre impatience de jeunesse, ça ne peut pas vous amener à faire de bons débats. Je t'ai dit
qu'un État a le pouvoir de faire quelque chose. Et je veux te donner un exemple qui n'est pas béninois. Permets-moi de te dire d'abord l'exemple et tu vas comparer pour voir si un grand pouvoir est donné à la juridiction ou pas. Donc je répète, quand les Japonais ont attaqué ou auraient attaqué, d'ailleurs votre thèse m'arrange, parce que vous dites que c'est les Américains eux-mêmes qui se sont attaqués. Mais malgré qu'ils se sont attaqués, et qu'aux yeux du monde, ils ont fait croire à tout le monde que c'est le Japon qui a attaqué, quelle était la déconvenue? Ils ont mis au frais tous les Américains d'origine japonaise. Va ouvrir les livres. Ils ont mis au frais, ils ont donné un délai à tous les Américains. Ce n'est pas les Japonais seulement. Les Japonais et même les Américains d'origine japonaise, ils les ont mis au frais. Ils les ont internés dans des camps spéciaux. Et puis, c'était leur première réaction. Parce qu'ils se disaient, eux tous seraient des agents, seraient ceci ou seraient cela. C'est voilà la plénitude du pouvoir qui est donnée à un pouvoir lorsqu'il s'agit de la sûreté de l'État. Voilà l'exemple que je te donne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va permettre les motions. Ok, on va permettre les motions. Monsieur Kialine, vous pouvez prendre votre motion. Merci, monsieur Biafrika. J'étais en train d'attendre du juridisme mal placé, du juridisme biaisé tout à l'heure. Ça m'a sorti de mon gong. Monsieur Brissot, je suis désolé. Vous voyez, tant que vous aurez des Béninois qui raisonnent comme ça, le pays ne va jamais se relever. Et nous serons toujours ce que nous sommes. Nous allons vivre pire que ça. Parce qu'il y a justement des gens comme vous pour apporter de l'eau au moulin du mal. Je vais vous... C'est une motion, ce n'est pas une prise de parole, donc je vais être court. Rapidement aborder deux notions que je tiens à soumettre à votre attention pour le développement que vous avez fait. D'abord, la sûreté de l'État. Ensuite, la notion de liberté fondamentale, donc qui relève du droit des citoyens. La sûreté de l'État et les libertés fondamentales, il faudra souligner, ajouter à votre connaissance que la sûreté de l'État et les libertés fondamentales du citoyen sont deux piliers complémentaires de l'État de droit. L'État de droit, j'ai bien dit que ce sont deux piliers complémentaires de l'État de droit. Alors, ces deux notions, ou bien je vais dire ces deux facteurs, cherchent à établir un équilibre constant. Je me répète en fait pour être clair, parce que je n'ai pas envie que on revienne sur ce débat. La sûreté de l'État et les libertés fondamentales du citoyen sont deux piliers complémentaires de l'État de droit, cherchant un équilibre constant. C'est justement de cet équilibre qu'il faut parler. Alors, si la sécurité est le premier droit garantissant l'exercice des libertés, parce que quand vous parlez de sécurité, vous parlez de sûreté de l'État, il ne faut pas occulter que ça ne regarde pas que le pouvoir ou le président. Ça concerne aussi les citoyens et la sûreté de l'État. Ah, donc, je vous dis que si la sûreté de l'État, ou si vous voulez la sécurité, est le premier droit garantissant l'exercice des citoyens, des libertés, elle ne peut en aucune mesure justifier des arrestations arbitraires. Dans aucune mesure. Et c'est ce que vous cherchez à soutenir. Parce que les arrestations arbitraires vont fausser l'équilibre que ces deux notions-là doivent apporter à la société. Et donc, vous penchez plutôt pour que la sûreté de l'État en vienne à fausser cet équilibre-là. Et c'est dangereux, justement.
vous êtes en train de dire quelque chose de très dangereux, qui menace même la sûreté de l'État elle-même. Parce que c'est vous, c'est-à-dire dans votre logique, vous êtes en train de mettre en péril la sûreté de l'État. Alors, donc, si la sécurité ou la sûreté de l'État doit garantir l'exercice des libertés, point d'équilibre, elle ne peut justifier des mesures arbitraires allant jusqu'à imposer une nécessité de proportionnalité contrôlée. Parce qu'il s'agit, quand je parle de proportionnalité contrôlée, c'est un relais du domaine du juge. Ce n'est pas aux politiques, ce n'est pas aux militaires de le faire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes hors du cadre. Nous sommes en train d'aller au-delà même du cadre juridique. Ce que vous êtes en train de nous dire, je vous souligne que c'est très dangereux. Alors, il faudra avoir à l'esprit que quand on parle de droit à la sûreté, je crois que c'est un truc qui est fondé sur la Déclaration des droits de l'homme. Le droit à la sûreté même, en lui-même, protège contre les arrestations et détentions arbitraires. Parce que vous parlez de sûreté sans trop savoir de quoi vous parlez là. Le droit à la sûreté, c'est un droit qui protège contre les arrestations et détentions arbitraires. Première chose à retenir quand vous parlez de droit à la sûreté. Deuxième chose à retenir, c'est que le droit à la sûreté implique le respect des droits de la défense, la présomption d'innocence. Je crois le droit aussi à un recours. Parce que quand vous parlez du droit à la défense, pour moi, quelque part, on parle du droit au recours, mais je crois qu'il faut les dissocier pour que vous ayez assez de lumière sur ce qu'est la sûreté de l'État. Je crois la troisième chose qu'on doit considérer, c'est que le droit à la sûreté conditionne l'exercice des autres libertés, à savoir la liberté d'expression, la liberté de réunion, etc., etc. Ce que vous semblez totalement occulter au profit de la sûreté, d'une sûreté que je ne comprends pas encore. Il faudra que vous veniez me définir mieux cette sûreté-là. Alors, je vais venir maintenant sur la notion des libertés fondamentales. Je crois qu'il faut retenir deux choses à ce niveau. Que les libertés fondamentales incluent la vie privée, la liberté d'expression, de penser et le droit de vote. Pendant que vous êtes... Je vais revenir. Alors, donc, il y a la deuxième notion qu'il faut que ça inclut. Donc, je voulais en fait aller faire rapidement une parenthèse, mais je crois que ce ne sera pas nécessaire pour que vous ne perdez pas le fil sur ce que je vous explique. Il y a alors, vous m'avez déjà dit ça. Ce qui me concerne, voilà. Vous m'avez déjà dit ça. Laissez-moi continuer. N'embrouillez pas la chose. Alors, donc, les libertés fondamentales incluent la vie privée. Cela inclut la liberté d'expression, de penser et le droit de vote. Je crois que c'est bien défini aussi. La deuxième chose qu'il faudra considérer quand vous parlez des libertés fondamentales, c'est que c'est des libertés qui sont garanties par la Constitution et les conventions internationales. Et nulle part dans la Constitution, dans notre Constitution ou dans notre... dans les conventions internationales que nous avons ratifiées, il n'est fait qu'à de détention arbitraire, comme vous voulez le souligner, au motif de la sûreté. Donc, c'est dangereux. Pour vous expliquer ceci, la troisième notion, parce que j'ai dit trois choses en une phrase au départ. Donc, je vous ai parlé de liberté fondamentale, je vous ai parlé du droit à la sûreté, je viens maintenant parler d'équilibre et de contrôle. L'équilibre et le contrôle, c'est quoi? L'état de droit impose que les restrictions aux libertés pour des raisons de sécurité soient nécessaires. Je vous répète, il faut souligner le mot nécessaire, que les restrictions, je veux dire, voilà, donc les arrestations, pour des raisons de sécurité soient nécessaires, justifiées et proportionnées. C'est pour ça que ce que vous êtes en train de soulever là,
ce n'est pas une question de débat, de juridisme biaisé sur TikTok. Hein. Ça relève de la compétence d'un juge, un juge libre. Alors, la deuxième notion qu'il faut avoir quand nous parlons d'équilibre de contrôle, c'est que le conseil, je peux dire, ce que je peux appeler l'État en lui-même, et les juridictions indépendantes, soulignez encore ce mot-là, veillent à ce que l'équilibre ne bascule pas vers une atteinte disproportionnée. Il faut que vous ayez cela également à l'esprit avant d'aborder votre thème. Je vous répète que l'État et les juridictions indépendantes, donc quand on a parlé d'État et qu'on parle de juridictions indépendantes, comprenez que ce ne sont pas des juridictions qui sont à la porte de l'État. Où sont les juridictions indépendantes dans notre pays jusque-là, je ne sais pas encore. Alors, que ces deux pôles est pour, c'est pas, mission de veiller à ce que l'équilibre ne bascule pas vers une atteinte disproportionnée des libertés fondamentales, justement, ou des libertés civiles, si vous voulez. Alors, la sécurité, c'est une compétence partagée hein, pour protéger les citoyens. Ce n'est pas quand on parle de sécurité, ce n'est pas que le pouvoir. Quand on parle de sûreté de l'État, l'État n'est pas que le pouvoir. Il y a aussi les citoyens dans l'État. Vous êtes État, nous sommes État, je suis État. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais que vous retenez en bref, en résumé, et qui constitue même le motif de ma motion, c'est que la sûreté de l'État n'a pas pour but de restreindre les libertés, comme vous tentez de l'expliquer, mais de garantir qu'elles puissent être exercées en toute sécurité, dans le respect de la loi et sans arbitraire. C'est ça la sûreté de l'État. Ou alors, revoyez vos définitions de sûreté de l'État avant de venir nous exposer le danger que vous êtes en train de nous exposer là. Et qui abreuve, c'est-à-dire qui soumet le peuple à des volontés capricieuses d'un individu qui veut se passer à lui seul, tout seul, pour État. Si l'institution pouvoir de Patrice Talon a manqué d'aide, c'est-à-dire a été secoué par un événement, il serait dangereux. On le conçoit. Nous avons tous parlé de ce fait ici. Nous avons tous condamné le fait ici. Mais venez nous dire qu'au nom de la sûreté, qu'on peut se mettre à faire des arrestations arbitraires, qu'on peut aller jusqu'à des limites que vous êtes en train de dire là, je dis que vous tenez un discours dangereux, abject. Et c'est ce que je tiens à vous dire. Je ferme mon micro. Oh, ok. On dirait que vous êtes dans le secret de Dieu hein, et vous maîtrisez. Oui, mais coach, attendez d'abord. Coach. On aura beaucoup d'informations. Coach. Puisque vous venez de. Excusez-moi, ce n'est pas mon temps de. Oui, mais demandez quand même la parole avant de. Ici, ce n'est pas le marché de Diffany. Donc, quand vous voulez prendre la parole, demandez quand même. Donc, ok, je voulais laisser à M. Brizo. Je pense d'ailleurs que c'est à moi qu'on vient de parler. Oui, c'est ça, je voulais lui dire. Laissons d'abord M. Brizo. Oui. Aurait voulu que. Très bien, même. Laissez M. Brizo réagir d'abord, oui. Laissons M. Brizo réagir d'abord, coach, d'accord? C'est comme ça fonctionne ici. Ok, allez-y, M. Brizo. Bon, à juger au timbre de la voix de celui qui vient de me parler, je n'aurais pas du tout accepté ne pas lui faire une petite remarque d'abord. Parce que si la voix était plus jeune et très jeune, si c'est toi-même Biafricain, comme les deux qui avaient déjà fait leur intervention, j'aurais du tout... Je n'aurais pas dit un mot. Parce que l'art du débat lui-même, c'est une affaire du temps, c'est une affaire d'expérience et c'est aussi une affaire de notion. Mon compatriote est venu, il a commencé par la fin. C'est-à-dire, il a commencé par condamner, apprécier et même juger
son interlocuteur avant d'amener les éclaircissements pour lesquels il a fait une telle conclusion. Non seulement il a dit même ça entrave le développement, il a fait des projections. Mon frère, ce n'est pas comme ça on débat. Pas du tout. On débat comme ça quand on quitte. C'est-à-dire quand on est encore à l'université, ou on quitte fraîchement l'université. Quand on est à ton timbre de voix, que moi j'ai entendu, on passe d'abord. Attends, le terme, est-ce que nous débattons de l'université ou de nos backgrounds? Est-ce que c'est ça le terme? Vous avez exposé quelque chose. Et je vous ai appelé à porter une motion précise. Oui. Si vous n'avez pas compris la motion, je vais vous la répéter. La motion commence par quelle phrase? La motion commence par quelle phrase, mon frère? Tu peux répéter encore? Je commence d'abord par les qualificatifs. La motion commence par les qualificatifs de celui à qui tu veux parler. De la dangerosité du dialogue. Parler de la dangerosité de vos arguments. Voilà. Et ensuite, du fait qu'il représente une entrave au développement de notre pays. Mon frère, tu en as trop pris. C'est un peu lourd. On ne commence pas un débat comme ça. Non. C'est d'abord ton allocution que tu amènes, et tu amènes des ingrédients capables de faire comprendre l'autre. Allons techniquement sur le sujet. Voilà. C'est ça. Laissez vos émotions de côté. Allons techniquement sur le sujet. Non. Il ne faut pas parler comme ça. Ce que toi, tu as fait au début, c'était quoi? Ce n'était pas les émotions. Ah oui. C'était quoi? C'est les émotions, je les assume. Parce que vous les avez laisse-moi exprimer les miennes. Vous les avez distillées. Vous avez provoqué. Quand toi, tu parlais, moi, j'avais fermé la bouche. Je vous ai entendu. Entendu. Maintenant, allons techniquement sur le sujet. Ne distrayez pas les... Non, tu as entendu quoi? Tu comprends que ce n'est pas bon de démarrer comme ça ou bien comment? Je ne comprends pas. Donc, je te le dis, et tu es raisonné et d'un niveau très élevé. C'est pourquoi je te le dis. Si tu étais de la dernière classe, je n'aurais rien à dire. Parce que je vois que tu es d'un niveau très, très élevé et que tu as la compréhension réelle de choses. Merci. Allons techniquement sur le sujet. Tu dois apprendre aussi à démarrer un dialogue. Ce n'est pas comme ça. Maintenant, je reviens au sur le sujet. Voilà. Techniquement sur le sujet, jusqu'à présent, moi, je ne connais pas le qualificatif de la personne arrêtée. C'est-à-dire, la personne arrêtée, on n'a pas encore qualifié le délit, peut-être, les raisons pour lesquelles on t'a arrêté. Donc, moi, je ne peux encore pas utiliser le terme arrestation arbitraire. Parce que il faut que ceux qui l'ont arrêté finissent par dire les raisons pour lesquelles ils l'avaient arrêté, même s'ils le disent tardivement. C'est à la lumière de cette déclaration qu'on peut maintenant apprécier le fait lui-même d'abord. Donc, c'est pourquoi, moi, dans ma rhétorique, tu as compris que moi, je donne une primauté à la sûreté de l'État sur les libertés individuelles. Et que, comme ça, l'équilibre serait rompu. Alors que la sûreté de l'État elle-même a une partie intégrante qu'on appelle aussi la liberté des citoyens. Moi, je te comprends. Je comprends bien ce que tu as amené comme éclaircissement. Seulement que jusqu'à ce que toi, tu parles, je t'ai donné 2 exemples. Et les exemples montraient réellement une suprématie de la sûreté de l'État sur toute autre forme de liberté du citoyen. Exemple, convoqué au commissariat et relâché, on te dit tu ne quittes pas le territoire pendant 3 mois. Quand bien même il n'y a pas encore de preuves qui puissent étayer ta culpabilité. Je t'ai donné encore un autre exemple. Pour avoir attaqué le port et supposé être avion japonais. On va revenir sur cet exemple-là. Voilà. Oui. Donc, pour vous parler de cet exemple, justement, est-ce que vous permettez que je vous parle de cet exemple? Non, tu me permets de finir. Attendez. Tu me permets de finir. Moi, je finis. Vous n'allez pas faire ce ping-pong-là. Je finis. C'est moi qui ai la parole. Je finis. Donc, avant de te rencontrer,
pour que tu me donnes cette explication. Tu dois comprendre que ton interlocuteur s'est basé aussi sur des données. Et les données montrent, à l'exemple de ceux que je t'ai cités, que l'État pouvait se permettre d'aller à une certaine limite, telle que vous êtes en train de décrire. Donc, quand vous expliquez quelqu'un à quelque chose qui ne connaissait pas les profondeurs enfouies de certaines choses, on ne qualifie pas la personne. Non, non, non. On ne qualifie pas la personne. Je m'excuse. Ce n'est pas du tout joli. Je m'excuse si vous vous sentez offensé par mes qualifications. Ok, je ne sais pas continuer? si... Ok, monsieur Kiali, juste une seconde. Je voulais vérifier avec si le doyen Sauvegarde avait quelque chose à compléter. Oui, j'ai quelque chose à compléter. En fait, monsieur Briseau, je voulais dire de ne pas vous sentir offensé par Kialine. Il a essayé d'expliquer une notion complexe en droit, en fait. Parce que la question de sûreté intègre ces éléments-là de façon un peu comme les deux faces d'une même médaille. On ne peut pas parler de sûreté de l'État sans parler de garantir la garantie qu'on accorde aux citoyens contre des arrestations arbitraires. Vous voyez, les deux notions sont les deux faces d'une même médaille. Et quand on parle de sûreté de l'État, c'est le maintien de la consistance du rôle de l'État dans son territoire, dans sa population, dans ses institutions publiques et autres. Et les institutions publiques sont la somme, finalement, des libertés qu'on garantit, des libertés constitutionnelles qu'on garantit aux citoyens. Donc, les deux notions, c'est ça qu'il a essayé, tant bien que mal, c'est assez complexe. Vous vous êtes senti un peu égratigné, mais vous êtes, à vous entendre... J'ai très bien compris. À vous aujourd'hui et maintenant, j'ai déjà très compris. Voilà. Compris. À vous entendre, je vois que c'est quelqu'un qui a le cardio. Non. Je te dis, il a très bien expliqué. Voilà. Seulement, il est... Attendez, moi, je veux pas... C'est pas pour discuter. C'est pas pour discuter. Je voulais juste compléter ce point que les deux notions, la même notion, c'est la double face d'une même médaille et qui intègre la garantie de la liberté individuelle en même temps qu'elle intègre le maintien des consistances d'un État. Voilà, c'est tout. Merci. Ok, monsieur Kialine, vous pouvez reprendre la parole maintenant. Oui, en fait, il avait parlé pour étayer son argumentation sur la sûreté de l'État. Il avait parlé de Pierre Laborde. Je ne sais pas si Pierre Laborde fait partie d'une question de sûreté de l'État. Je crois que nous sommes en situation de guerre. Nous étions en situation de guerre au moment où ils ont fait pour ce navire-là, ce bâtiment militaire que nous connaissons des États-Unis. Donc, il ne s'agit pas de question de sûreté de l'État en ce moment. Ils étaient en guerre. C'est deux domaines qui ont une... Je vais dire qu'il y a une petite frontière, mais c'est deux domaines différents quand vous parlez de la défense nationale et que vous parlez de la sécurité intérieure. La notion de sûreté de l'État relève de la sécurité intérieure. C'est d'ailleurs pour ça, quand vous avez pris l'exemple de Pierre Laborde et que ça avait amené à l'arrestation même des Japonais ou bien des Américains d'origine japonaise et consorts, tout ça fait partie de la situation de guerre. Mais je vais vous poser une question, un contre-exemple. Pourquoi les Américains n'ont pas été arrêtés en désordre quand il y a eu l'assassinat d'un président américain? Je vais parler de John Kennedy. C'est là que vous devez comprendre toute la différence. Que quand la menace vient du dehors et attaque les frontières ou attaque des positions extérieures, on entre en situation de guerre. Et les méthodes sont différentes.
Et nous savons tous que quand il s'agit de la guerre, on ne parle pas du droit de citoyen en tant que tel. Vous le savez. Donc, vous ne pouvez pas étayer la notion de sûreté nationale avec cet exemple de Pierre Laborde. Plutôt, prenez l'exemple de l'assassinat de Kennedy. Et plus récemment à côté, M. Donald Trump était en campagne, il a essuyé un tir. Est-ce pour autant qu'on a arrêté tous les Américains qui sont dans cet espace-là? Non. Celui qui avait été arrêté, c'est le mis en cause de façon stricte. Et tout ce qui a remonté après, on n'est pas allé arrêter ses parents, ses amis, ceux qui ont parlé avec lui, qui ont dîné avec lui, ceux qui ont fait des appels téléphoniques avec lui. Non. Donc, il faudra qu'on revienne en fait à la réalité de ce qui nous guette. Maintenant, vous avez parlé d'arrestation arbitraire. Là aussi, et qu'est-ce que vous mettez? Parce que vous voulez dire que les arrestations qui sont faites ne sont pas des arrestations arbitraires. Et moi, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'une arrestation arbitraire? Le fait déjà que les gens ne savent pas pourquoi ils ont été arrêtés, que vous-même qui voulez nous expliquer que le fait de les avoir arrêtés sans déjà notifier ce pourquoi on les a arrêtés n'est pas une arrestation arbitraire. Je pense que c'est une arrestation arbitraire. Parce qu'une arrestation arbitraire s'entend par une privation de liberté effectuée sans base légale valable. Donc, de manière injuste, de manière imprévisible ou même disproportionnée. Et bien sûr, que ça, surtout quand ça se passe en dehors des procédures établies par le droit national ou international, peu importe. Mais combien de fois les procédures sont respectées dans nos pays, par nos procédures établies par même notre propre droit national? Est-ce que ça dit, ça demande d'arrêter les gens avant de chercher ce pourquoi on les a arrêtés? Si vous voulez, quand on parle d'arrestation arbitraire, il y a certaines caractéristiques à observer. Il faut déjà observer que soit l'arrestation ne repose sur aucune loi ou est effectuée sans mandat légal, puisque c'est ce qui se passe justement. Le cas de Azanaï, c'est ça. Le cas du monsieur à l'affiche, là, Tigris, c'est comme ça. Des arrestations qui ne reposent sur aucune loi et qui sont effectuées sans mandat légal. Vous avez l'information d'un mandat légal, faites-nous le savoir. Alors, il y a ensuite l'irrégularité de la procédure d'arrestation. Ne pas informer la personne des motifs de son arrestation, parce que quand vous l'avez arrêté, il faut l'informer. Pourquoi? Il faut lui dire pourquoi vous l'arrêtez. Quand les avocats reviennent nous dire que jusque-là, on ne sait pas, après des jours, après des semaines, des avocats reviennent nous dire que pour des cas des prévenus qui ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés jusque-là, ça pose un problème de régularité de la procédure. Donc, quand il y a irrégularité de la procédure, l'arrestation est déjà arbitraire. Quand les motivations maintenant sont injustes, c'est-à-dire que quand vous détenez des gens pour des motifs politiques, quand vous détenez les gens pour des motifs religieux, quand vous allez déposer des gens en prison pour des opinions ou pour harcèlement, par exemple, harcèlement par voie électronique. Ça, moi, je ne sais pas. C'est des motivations injustes. Je dis, la motivation injuste, ça définit une arrestation, c'est-à-dire ça définit déjà une arrestation arbitraire. Harcèlement par voie électronique. Quelqu'un n'a pas observé la trêve politique. Quelqu'un fait apologie de coup d'État. C'est des motifs, ça. Ce n'est pas des motifs sérieux. Alors, je crois qu'ici, je vais parler de trois choses. Et la quatrième chose qu'il faudra observer, c'est la disproportionnalité même. La disproportionnalité. C'est-à-dire que quand vous privez de quelqu'un de liberté, c'est-à-dire quand la privation de liberté n'est pas nécessaire ou justifiée,
pas une situation, mais vous proposez, vous c'est déjà disproportionné. Quelqu'un qui est à l'extérieur du pays, parce que quand parlant du cas de Alassane Tigré, et qui, malgré qu'il sait que son jeune frère est dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, a séjourné quelque part, brièvement, est revenu tranquillement dans son pays, sans dire mot, sans se mêler de vos affaires, que vous allez le prendre pour dire ensuite que c'est au nom de la sûreté de l'État, on l'arrête. Mais il y a disproportionnalité. Et cette disproportionnalité justifie déjà, ça justifie déjà l'arrestation arbitraire. Donc, ce n'est pas quand on ne peut pas arrêter quelqu'un maintenant et dire pourquoi on l'a arrêté, il faut attendre tout le temps, on va vous dire pourquoi on l'a arrêté. C'est justement de ça que nous sommes en train de dénoncer. Et c'est ça que vous remettez là et que vous voulez, c'est-à-dire vous remettez la même couche de disproportionnalité, de violation, et vous dites qu'il n'y a pas arrestation arbitraire. Alors que vous expliquez vraiment qu'il y a arrestation arbitraire pour enfin dire qu'il n'y a pas arrestation arbitraire. Ça pose un problème. Voilà ce que je tiens à vous dire. Ok, j'ai deux amis qui n'ont pas encore pris la parole. Peut-être pour ajouter un petit mot. Dans les États d'ailleurs très fragiles comme les nôtres, on ne doit pas laisser d'espace cette possibilité où les gens, les magistrats sont... Dans les États où le droit ou bien la justice est aussi fragilisée comme le nôtre, on ne doit pas laisser d'espace à ce genre d'action, ces possibilités où on peut t'arrêter d'abord avant d'aller chercher les éléments matériels pour pouvoir justifier ton arrestation. Donc, c'est ça que je voulais compléter. Monsieur Zimé, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. D'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir accordé la parole. Et le sujet sur lequel nous débattons aujourd'hui est un sujet vraiment très important. Je pense que je tiens à vous remercier d'ailleurs d'avoir permis à la jeunesse de mener ce genre de débat. Merci beaucoup. À propos de ce qui se passe chez nous au Bénin, c'est très grave parce que moi, je trouve ça, à mon humble avis, très grave parce que le pays de Hubert Maga, le pays du président Mathieu Kéokou, le pays du président Yahi Boni, qui a longtemps œuvré pour la démocratie, quand ce pays-là se voit en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, ça sous-entend beaucoup de choses. Concernant l'arrestation du frère de M. Pascal Tigré, moi, je pense que c'est une arrestation, comme le dit le monsieur qui a précédemment parlé, c'est une arrestation arbitraire. C'est une arrestation arbitraire parce que si nous sommes dans un état sérieux, on ne peut pas arrêter d'abord une personne avant de vouloir chercher les éléments qui vont expliquer son arrestation. Ça, c'est très dangereux. Et ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, moi, je pense que c'est parce que les gens voient bien les choses et qu'ils ont peur. Ils ont peur de répondre. C'est pour ça qu'on est dans cette logique-là. Les gens voient la journée et disent que c'est la nuit. C'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Nous vivons beaucoup d'injustices et je pense que ça là, ce que là maintenant, c'est une arrestation arbitraire. C'est ce que moi je voulais dire. Et merci beaucoup à tout le monde. Ok, merci beaucoup, Monsieur Zimé. PDG, est-ce que vous m'entendez? PDG, juste, je vois le nom qui est sur...
PDG Togbeji, est-ce que vous m'entendez? Ok, soit il n'est pas prêt ou bien il ne souhaitait pas prendre la parole. Moi, je vais descendre en disant un mot. Ok, allez-y. Je veux descendre. Donc, vous me permettez de remercier d'abord la clairvoyante explication que Kailine nous a... Bon, mon nom c'est Kialine. Mon nom c'est Kialine. Kialine nous a exposé et surtout la notion d'arrestation, comment il le qualifie, arrestation, vraiment le mot m'échappe en même temps. Arbitraire, c'est ça? Arbitraire. Arbitraire, justement. Donc, ce qui est vraiment, ce que moi j'ai vraiment encore retenu, c'est que j'ai surtout encore compris, qui est un nouvel acquis pour moi, et surtout le seul fait que l'arrêté ne connaît même pas ce pourquoi il est arrêté, c'est déjà un arbitraire. Parce que il doit comprendre ce qu'on lui reproche au moins. Que ce soit juste ou faux, au moins, il sait ce pourquoi les autres l'interpellent. Donc, c'est quelque chose que je viens d'apprendre de lui et que je ne doute pas du tout. Parce que ça cadre avec la logique de la liberté. Et encore, le deuxième point, le fait que implicitement, liberté individuelle et sûreté de l'État sont mêlés jusqu'à ce que même un autre a qualifié ça de deux faces d'une même médaille. Donc, je finis en disant merci. Je suis même convaincu de ce que vous dites. Et que vous-même, vous voyez, si on va terre à terre, et on peut faire vraiment comprendre beaucoup de choses à beaucoup de gens. Puisque en montant, chacun a un niveau donné, d'une chose donnée. Personne n'est spécialiste de tout à la fois. Et c'est simplement dans le frottement des pensées ici que certaines lumières jaillissent quand on s'y prend par méthodologie. C'est ça ce que je voudrais dire. Merci à Biafrica aussi et à tous ceux qui ont pris la parole. Moi, j'ai... Attendez, ne partez pas encore, j'ai quelque chose pour vous. D'accord. D'accord, à tout à l'heure. Je suis là. Oui, Voilà. monsieur Kialine, oui. Oui, monsieur Kialine, allez-y. Oui. Vous pouvez ouvrir votre micro. Non. Je lui avais juste envoyé quelque chose. Ah, ok, c'est bon. Je pensais que vous voulez prendre la parole. Ok, c'est bon. Ok, les autres qui avaient demandé, c'est bon. Ok, monsieur Sogad, vous avez